La voix de la résistance du peuple togolais. 3xWcanalk.ch, 3xWradioavolonté.com. Lourde condamnation de 2 journalistes au Togo. La justice est-elle instrumentalisée pour bâillonner la presse au Togo? Et pour en parler, nous accueillons nos invités qui sont pour la plupart 2 journalistes en ligne depuis Lomé, Dakar et dans la diaspora. Nous les accueillons tout de suite. Nous accueillons d'abord à Dakar au Sénégal, Sadibou Marron. Bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir aux panélistes aussi. Sadibou Marron est directeur Afrique, Reporters sans frontières basé à Dakar au Sénégal. Nous accueillons dans la diaspora Nyamasadi Loselelou. Bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir à tous les panélistes et à tous les auditeurs de Radio Canal K et de Radio Avouleté. Je salue tous les panafricanistes et surtout les Togolais qui sont branchés à cette émission. Merci de votre disponibilité. Et Savi Mars Kamel, bonsoir. Oui, bonsoir Amos et bonsoir aux uns aux autres et c'est avec plaisir d'être là à chaque fois. Merci. Savi Mars Kamel est journaliste, rédacteur en chef Africa Stratégie France. Rapidement, Sadibou Marron, je l'ai dit tantôt, vous êtes directeur Afrique, Reporters sans frontières basé à Dakar au Sénégal. Et justement, dans son communiqué du 17 mars relatif à la condamnation de 2 journalistes, Reporters sans frontières a demandé au pays partenaire du Togo de ne pas exécuter le mandat d'arrêt international lancé par la justice contre les 2 journalistes victimes d'acharnement judiciaire. Alors, Sadibou Marron, pensez-vous que l'appel de Reporters sans frontières sera entendu et pris en compte par les pays d'accueil des journalistes? Bon, écoutez, c'est ce que nous demandons fondamentalement et c'est ce que nous souhaitons très vivement, nous à Reporters sans frontières, parce que nous estimons que Ferdinand Haïté et Isidore Kouanou sont actuellement des individus à risque sur qui pèse déjà une lourde condamnation que nous estimons à la fois arbitraire et très disproportionnée. Et de ce point de vue, et au nom même du droit international, ils doivent être protégés. Donc, nous estimons que nous avons fait lancer cet appel aux pays dans lesquels ils se trouveraient, à ce que ce mandat d'arrêt international émis par les autorités judiciaires togolaises ne soit pas respecté et nous allons tout mettre en œuvre pour que cela soit le cas. Parce qu'on ne peut pas en arriver à ce niveau-là, condamner des personnes qui n'étaient pas déjà sur place et puis demander au pays où ils se trouveraient de les extrader. Ça, ce serait une première. Il y en a eu par le passé dans d'autres pays, mais ce serait vraiment une première et nous ne souhaitons pas en arriver là. Alors, Sadibou Marron, si cet appel s'avère insuffisant, on ne sait jamais, que pourraient faire des organisations internationales de défense des droits de la presse pour protéger la liberté et la vie des 2 journalistes Ferdinand Haïté et Isidore Kouanou? Alors, écoutez, nous notre rôle, généralement, c'est de nous lever et de nous mobiliser quand il y a des journalistes, bien des acteurs de la presse persécutés et qui voient leurs droits violés. Et c'est un peu le cas pour Ferdinand et Isidore. Et nous nous levons aussi au-delà de ces 2 cas-là pour le respect de la protection de la liberté de la presse au Togo et ailleurs. Et nous estimons qu'il y a beaucoup de raisons qui militent en faveur de la non-extradition et du non-respect de ce mandat qui a été lancé par les autorités judiciaires. Ces 2 journalistes, leur histoire est assez connue dans le pays et ailleurs. Ferdinand notamment a été plusieurs fois arrêté, intimidé et à la limite même nous avons des preuves qu'il a été espionné. Il y a eu le cas de Pegasus, mais au-delà, il y a eu également d'autres cas où il a été espionné. La preuve, même au moment où, la semaine d'avant avant son départ du pays, il a été pratiquement poursuivi jusque vers la frontière avec le Bénin avant d'être ramené. Mais tout cela n'est pas normal. Et nous allons continuer le plaidoyer au niveau de la communauté internationale et demander une protection internationale pour ces 2 journalistes qui n'ont fait que leur travail parce que le mot-clé aujourd'hui, c'est la protection internationale de ces journalistes. Il y a
ailleurs des cas où des journalistes ont été condamnés alors qu'ils n'étaient pas dans le pays et que ces journalistes, jusqu'à aujourd'hui, continuent de bénéficier un peu de leur protection. Et cela, on n'a pas envie que cette histoire, cela soit vous voyez, une sorte de trait encore très sombre pour l'image du Togo et pour l'image de la liberté de la presse au Togo, qui est déjà très mise à rude épreuve. Nous allons continuer, nous avons notre stratégie autour de cela, sur laquelle nous sommes en train de travailler, et qu'on va dérouler au fur et à mesure qu'on a davantage d'informations pour voir quelles pourraient être les attitudes des autorités togolaises. Mais d'ores et déjà, notre appel est clair, ils ne doivent pas être extradés si cela devrait être le cas. Ils doivent être protégés et le reste, on verra bien sûr. D'accord. Alors, Marc-Xavier Kamel, vous qui nous accompagnez également dans cette émission où nous parlons de ces deux journalistes togolais, Ferdinand Aïté et Isidore Kournou, qui sont condamnés à 3 ans de prison ferme. Voilà, on lance également cet appel à tous les journalistes de les soutenir, comme vient de réagir Sadibou Marron, qui est le directeur Afrique Reporter Sans Frontières basé à Dakar au Sénégal. Vous avez suivi sa réaction. Alors, Marc-Xavier Kamel, vous êtes journaliste rédacteur en chef d'Africa Stratégie, je viens de le dire tantôt, c'est section France. Dans cette affaire de diffamation et d'outrage à l'autorité publique qui a conduit à la condamnation des 2 journalistes togolais à 3 ans de prison ferme, alors il n'est plus un secret de dire que c'est justement un échange d'excuses publiques présenté par Feu Joël Ega, que vous connaissez très bien, et Ferdinand Aïté, que les journalistes avaient été libérés le 31 décembre 2021. Alors, Marc-Xavier Kamel, pourquoi subitement cette affaire revient-elle devant la justice le 8 mars 2023 dernier? D'abord, je voudrais dire que les excuses publiques qui ont été stockées de force un peu, parce qu'ils étaient détenus au moment-là par la police, ces excuses publiques ne visent pas à mettre fin à la poursuite. Donc, c'était prévisible qu'à un moment ou à un autre, la poursuite revienne ou les poursuites reviennent parce que pour le pouvoir, c'est un instrument d'intimidation sur les journalistes en question. Et d'ailleurs, les excuses, comme je l'ai dit, ce n'est pas des excuses sincères, c'était évident puisque les journalistes n'ont fait que leur travail et ils ont dit sincèrement des choses, des faits qui sont vrais. Moi, je suis à Lomé en ce moment et je n'ai pas peur de dire sur les médias togolais que les faits, tels que présentés par Ferdinand à l'époque et Joël Ega dans l'émission d'Isidore étaient des faits réels. Les qualificatifs de religieux ou de pasteurs qu'ils ont attribués à ces ministres étaient contextuellement et factuellement incontestables. Et donc, il n'y avait pas de raison, si ce n'est qu'on cherche des poursuites, une tête rasée, et on en a trouvé parce qu'on en cherche. Et donc, pour moi, je m'attendais à ce qu'à un moment ou à un autre, en fonction des prises de position gênantes de ces journalistes, je m'attendais à ce qu'il y ait un rebondissement dans l'affaire. Et d'ailleurs, le juge les a mis, ils n'étaient pas sous mandat de dépôt, mais ils étaient mis en examen, donc c'était fort plausible que cela revienne et ça ne m'étonne pas du tout. Cela correspond aussi à une mécanique du pouvoir de créer de fausses épées de Damoclès sur la tête des personnes qui peuvent être gênantes pour le système. Et cela va de toutes les dictatures. Ça correspond un peu à une sorte de pratique systémique dans toutes les dictatures. Et donc, de les utiliser ou de les agiter quand il s'agit de faire peur à ces personnes, notamment dans le cas d'espèce Isidore et Ferdinand, puisque Joël est décédé dans des conditions d'ailleurs suspectes. Il est sorti de prison, de la détention, et il est mort après quelques semaines. Donc, il n'y a pas de doute qu'on puisse avoir raison de soupçonner des liens entre sa détention et sa mort subite. Et donc, moi, je m'y attendais un peu. Il faut aussi tenir compte du fait que tout cela entre dans une sorte d'harmonie globale, de mécaniques qui se mettent en place parce qu'il y a des élections qui arrivent. À la fin de cette année, il y a des législatives. On sait que les législatives d'avant, donc en 2018, notamment était émaillé de fraude avec une participation presque aléatoire et que ça ne correspondait en rien à des urnes. Et donc, il y a des élections cette année, il y a des régionales l'année prochaine, il y a des municipales, puis l'année qui suit, il y a des présidentielles. Et la dernière présidentielle a créé des contentieux qui n'ont pas été évités. Donc, on est dans une mécanique dictatorisante
qui vise à taire toutes les personnes qui pourraient éventuellement, de quelque manière que ce soit, gêner dans ce processus d'ensemble de plusieurs scrutins qui s'annoncent dans les années et dans les mois à venir. Et au début, vous vous inquiétez, et Sadibou aussi avait raison, de la sécurité de ces journalistes. Moi, je pense qu'il y a très peu à s'inquiéter pour Ferdinand, sachant là où il se trouve. Ça doit être très, très rapidement pour sa protection internationale. Il y a des discussions assez intéressantes, il n'y a pas à s'inquiéter. Et je fais totalement confiance à Reporters sans frontières, notamment la branche Afrique, pour protéger Isidore et le mettre en lieu sûr. Mais le plus important aujourd'hui, c'est la protection pour ces journalistes. Parce que quand il n'y aura pas la protection, puisque la frénésie est créée, puisque la panique est entretenue, d'autres journalistes vont s'inquiéter pour leur sécurité. Et moi, je sens une sorte de fuite de journalistes de plus en plus. Depuis 2 ans, il y en a de plus en plus qui quittent le pays, le Togo notamment, pour aller demander l'asile. Et donc, moi, je crains que les meilleurs, et souvent c'est les meilleurs qui partent, puisque les moins bons ou les trop mauvais ne menacent personne. Et donc, je crains qu'à force d'exiler par ces méthodes d'intimidation et de peur les mauvais, que ça décourage ceux qui sont sur place. Et l'accueil et la protection systématique que leur offre l'international peut être rassurant pour ceux qui peuvent ou veulent encore rester sur le terrain et continuer de lutter. C'est en cela que le message de Reporters sans frontières, qui rejoint aussi celui d'Amnesty International et qui appelle à ne pas appliquer les mandats d'arrêt internationaux, sont des messages bienvenus, bien évidemment. Et je crois aussi que la mécanique de fonctionnement de l'Interpol, qui applique les mandats d'arrêt, ne permet pas pour des gens comme eux qui n'ont commis aucun crime, ni financier, ni de quelque nature que ce soit, et qui nous dit que la vérité. Il y a toujours une petite enquête avant l'application des mandats, globalement dans les démocraties, et je ne crois pas qu'ils soient exposés à cela. Et une fois encore, c'est important qu'il y ait Reporters sans frontières et d'autres organisations qui les prennent en charge tout de suite pour les sécuriser, pour que cela ne soit pas un précédent pour d'autres et que cela ne crée pas une sorte de panique générale dans la corporation au Togo et ailleurs. Tout à fait. Alors, Sadibou Maron, vous qui nous accompagnez en ligne depuis Dakar au Sénégal, justement, Maxavi Kamel salue également la réaction, je dirais, très rapide de Reporters sans frontières. Bravo à vous, à nous tous également, qui sommes de cette coopération. C'est pas si facile d'être journaliste dans le monde entier, surtout au Togo. Alors, Sadibou Maron, dans le classement de Reporters sans frontières de 2022, le Togo a perdu 26 places pour occuper le 100e rang sur 180 pays. Alors, la liberté d'expression de presse au Togo est très préoccupante. Et Maxavi Kamel vient de le rappeler. Alors, Sadibou Maron, comment votre organisation peut-elle aider à améliorer les conditions d'exercice du droit à l'information au Togo? Écoutez, avant peut-être de répondre à votre question, je voudrais un peu appuyer et dire que je suis parfaitement d'accord avec l'analyse de Max. Je pense qu'aussi, nous pensons également aux confrères togolais sur place, parce qu'après tout cela, ça peut commencer à développer un peu tout ce qu'on appelle des histoires d'autocensure. Vous voyez, un peu créer un climat de peur au sein de la corporation et des confrères. Mais nous pensons fondamentalement à eux. Mais notre message est resté clair. Il appartient aux autorités de protéger la liberté de la presse et elles ont le devoir d'aller un peu dans ce sillage-là. Maintenant, pour répondre à votre question, effectivement, je rappelle qu'en 2021, disons avant 2022, le Togo a été placé 74e dans le classement. Donc, il y a eu effectivement en 2022 des points de régression. Et ce qui le justifiait était effectivement le fait que le Togo, en 2022, était pratiquement le seul pays d'Afrique de l'Ouest impliqué dans les révélations Pegasus. Ce logiciel d'espionnage-là qui a été utilisé pour cibler des journalistes, dont effectivement Ferdinand Haïté. Il y a aussi, à notre avis, du point de vue de l'analyse, je pense qu'il y a le pluralisme médiatique que les autorités souvent essaient de faire prévaloir et de chanter un peu partout. Pour nous, souvent, ça donne un pluralisme médiatique de façade, avec toute cette inquiétude autour souvent de
des détentions arbitraires et de la suspension de journaux de manière abusive. Je pense que le rôle de la HAC souvent aussi est assez problématique. Par exemple, cette année, bon, on se rappelle du cas du journal Liberté, condamné à 3 mois de suspension. Bon, il y a des problèmes, et je pense que nous avons dénoncé un peu tout ce vice de procédure autour du cas de Liberté. Mais ce qui est le plus important, à mon avis, c'est comme on dit en anglais, enabling environment, c'est-à-dire que de mettre en place un peu un environnement propice à l'exercice de la liberté de la presse. Et c'est cela, ce ne sont pas les journalistes qui vont le faire, parce que là, dans les constitutions de nos pays généralement, il y a des dispositions et des articles qui disent que le pays, la liberté de la presse est garantie, la liberté d'expression est garantie, et les autorités doivent partir de cela pour essayer de garantir tout cela et permettre l'expression plurielle et l'exercice rigoureux d'un journalisme de qualité, sans crainte de représailles, ni pour le média en question, mais ni également pour les journalistes. Et maintenant, sur cette base-là, les journalistes, en toute responsabilité, pourront continuer à travailler, et l'État pourra gouverner en toute connaissance et arrête de persécuter les journalistes. C'est ça aussi, parce qu'on ne peut pas continuer, ça c'est quelque chose qui est assez valable dans nos pays, notamment en Afrique de l'Ouest. On ne peut pas continuellement cibler des journalistes simplement soit ils ont émis ou écrit ou révélé quelque chose qui est gênant pour les autorités. Bon, mais après, finalement, il ne va plus rester de journalisme indépendant et de journalisme fiable. Et c'est ça, c'est quand même un problème. Et c'est dans l'intérêt des autorités togolaises d'essayer de corriger tout cela en rapport avec les acteurs de la presse qui sont les principaux concernés, et surtout en prévision des échéances électorales. Parce que Max, il l'a dit tout à l'heure, je pense que les questions électorales d'élection également charrient beaucoup de violations pendant, pendant et même après de liberté de la presse. Et alors qu'il y a quand même des échéances extrêmement importantes d'ici les 2 prochaines années. Cette année, il y aura des élections, l'année prochaine. Donc, ça va aller là, mais généralement, ce que nous constatons, c'est que les autorités, que ce soit au Togo ou ailleurs, elles ont tendance à créer des écueils pour que la presse, qui est généralement indépendante et autonome, ne puisse pas s'épanouir dans cet environnement, et pour faire passer généralement leur forfait et qui serait à l'insu un peu des médias. C'est l'une des raisons qui font que pratiquement beaucoup d'autorités essaient de persécuter la presse, d'accentuer la pression pour que les journalistes soient affaiblis davantage et ne puissent plus être en mesure de couvrir des processus électoraux qui sont extrêmement importants dans la vie des pays. D'accord. Alors, avant de relancer Nyama Sadi Lawson depuis Canada, je voudrais quand même qu'on revienne un petit peu sur ce dossier. Qu'est-ce qui a conduit à la condamnation de Ferdinand Haïté et de Victor Cournou? Est-ce qu'on doit les condamner? Justement, Marc-Xavier Kamel, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes au Togo, mais vous n'êtes pas basé au Togo, mais vous rentrez de temps en temps au Togo, vous êtes très proche des Togolais, Landa également, mais dans ce dossier habituellement et spécialement dans la tradition chrétienne, lorsque des excuses sont présentées, le pardon est accordé. On est d'accord. Alors, les 2 ministres plaignants seraient par ailleurs des pasteurs ou des leaders religieux dans des communautés chrétiennes au Togo. Ça, c'est clair également. Alors, on peut se poser la question, bien le Togolais Landa se pose la question. Les ministres Kodio Adedje et puis Agbetomé seraient-ils instrumentalisés et forcés de poursuivre en justice Ferdinand Haïté et Isoko Ono pour faire plaisir à Fonia Singbe, Marc-Xavier Kamel? Forcé, peut-être pas forcé, puisque à partir du moment où ils ont adhéré à une mécanique d'ensemble, c'est un régime. Donc, tous les acteurs ou tous les pions du régime contribuent à sa pérennisation. Et donc, à partir de ce moment, le fait même d'appartenir au régime et de le servir
est déjà une sorte d'allégeance totale à subir, à être instrumentalisé et à voir son image exploitée au profit du régime par tous les moyens qui existent. Et donc, dans la posture actuelle, on n'a pas senti les ministres du tout. Ils ne sont apparus nulle part, ni à aucun procès, ni nulle part. Ils n'ont fait aucune déclaration. Ils se sont tus totalement. Ils n'ont pas été non plus capables de revendiquer l'acte qui est supposé leur être attribué par la justice, c'est-à-dire celui d'avoir fait la démarche de porter plainte. Et donc, quand vous discutez avec eux en privé, vous avez l'impression tout de suite qu'ils sont soit contraints, soit l'acte est posé directement par quelqu'un sans forcément leur avis. Et cela peut arriver puisqu'ils sont dans un système d'ensemble, un système global. Et pour les excuses en question, il faut rappeler quand même que ces excuses étaient intervenues pour que les journalistes soient libérés. C'est-à-dire que avant de les libérer, il y a eu une sorte de clause qui a été mise en place avec les journalistes, avec la police, avec la justice pour dire on vous libère, mais à votre prochaine émission, vous revenez sur cette affaire en présentant des excuses. Et donc, les journalistes ne l'ont pas fait librement. Et si à l'époque, les 2 journalistes ou les 3 journalistes, si on inclut Isidore, s'étaient retrouvés à Dakar ou à Cotonou ou à Accra, ils n'auraient jamais présenté des excuses parce que, au fond, même du dossier, ils n'ont rien du tout à se reprocher. Quand je dis, par exemple, que Monsieur Sadibou Marang est directeur Afrique de Reporters sans frontières, franchement, ça n'a rien de grave, quoi. Reporters sans frontières est une association qu'on peut assimiler un peu à la gauche en France. Quand on dit qu'il est un homme de gauche ou qu'il appartient à une organisation de gauche, ça n'a rien de... Non seulement c'est vrai, mais ça n'a rien de grave pour provoquer un procès. C'est ce que les journalistes ont dit. Les journalistes avaient dit à l'époque que ces 2 ministres sont des hommes de Dieu et que leur comportement en tant que ministre ne correspondait pas à l'image d'hommes de Dieu qui sont censés défendre et au modèle qui sont censés être dans la société, ce qui est un avis partagé sans aucun doute, à mon avis, par largement de Togolais. Et donc, on cherchait juste la bête noire, on l'a trouvée. Sinon, au fond, il n'y a eu ni diffamation, ni calomnie, puisque les faits sont réels. Quand quelqu'un a une grosse tête et qu'on dit qu'il a une grosse tête et c'est visiblement vrai qu'il a une grosse tête, je ne vois pas en quoi c'est diffamatoire. Et donc, et dans le cas d'espèce, c'était même pas une injure, c'était un constat par rapport au fait qu'ils soient des hommes de Dieu d'une certaine influence, parce que l'église quand même du ministre du Commerce, M. Adé, qui est une grande église au Togo, et par sa posture d'homme de gouvernement, l'église a pris de l'influence. Et à partir de ce moment, c'est normal que des journalistes, des leaders d'opinion attendent d'eux des postures qui correspondent à ce qu'ils prêchent. Et je ne vois pas vraiment ce que les journalistes ont fait là-bas. Et si on ne les avait pas pris sur cette affaire, on les aurait pris sur une autre affaire aussi vraie que celle-là. Donc, quand on vous cherche, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de la rage. Et donc, on les a accusés de rage. Et c'est pourquoi il ne sert même pas à grand-chose d'évoquer ces excuses, parce que les excuses ne correspondent à rien. Elles correspondent à une pression sauvageonne sur des journalistes qui sont en train de faire leur travail pour les intimider et les obliger à se replier, une manière de les humilier publiquement. Et heureusement que les 2 journalistes ont continué, en tout cas, Joël s'en est allé peu après, Isidore et Ferdinand ont continué leur travail et c'est courageux. C'est ce courage qu'il faut saluer d'ailleurs. C'est ce courage qu'il faut saluer d'ailleurs. Alors, on va relancer maintenant Nyamasadi et Lawson Elou, puisque cette condamnation de 2 journalistes au Togo, notamment Ferdinand Haïti et Isidore Kouanou, a suscité de vives réactions, d'indignation, colère également au sein de la diaspora. Nyamasadi, Lawson Elou, vous êtes président de Kodi Togo, coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. Alors, lourde condamnation de 2 journalistes au Togo. La justice est-elle instrumentalisée pour bâillonner la presse au Togo? Vous avez écouté tout à l'heure la réaction de Sadibou Marang, qui est directeur Afrique Reporters sans frontières basé à Dakar, et Mars Savikamel. Votre réaction, Nyamasadi Lawson Elou? Je voudrais, d'entrée de jeu, en ma qualité de coordinateur général de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie, saluer le courage des journalistes Ferdinand Haïti et son camarade Isidore pour leur détermination, leur sens du professionnalisme. Saluer également le soutien de Reporters sans frontières et aussi d'Amnesty International qui ont réagi en appui justement à la cabale qui est lancée contre ces 2 journalistes, et aussi saluer aussi la mobilisation de la diaspora togolaise et les inviter à apporter leur appui significatif dans tous les domaines
non seulement à Ferdinand et à Isidore, mais à toute la presse togolaise, parce que nous vivons une situation de dictature, de suppression des libertés individuelles et libertés collectives, où on met un goulet d'étranglement sur la presse togolaise. Et ça, il faudrait donc que tous les Togolais partout au Togo et dans la diaspora se mettent vraiment debout, parce que c'est des acquis de la lutte démocratique. Il n'y a pas question que Faure Gnassingbé, son régime liberticide aujourd'hui, nous fasse reculer vers les années 70. Je pense qu'il faut préciser le contexte de tout ce qui se passe aujourd'hui. Les journalistes Ferdinand et Isidore ont dénoncé une situation le 30 novembre 2021 dans l'autre journal où les ministres pasteurs sont accusés de faux, sont accusés de corruption et ils sont des voleurs. Et ça, vous pouvez figurer que aujourd'hui, la Cour des comptes vient de publier son rapport de l'utilisation des fonds Covid. Et vous pouvez imaginer que ces ministres se retrouvent dans ce rapport et le rapport indique que ces ministres ont dilapidé, ont détourné les fonds de Covid-19, qui est un prêt que le Togo a fait pour s'occuper justement, pour faire face à la crise sanitaire. Ces ministres sont rendus coupables de prévarication, de vol, de détournement de fonds publics. Et ça, ça prouve à suffisance que les journalistes n'ont dit que la vérité. Je vous donne deux exemples. Le ministre Puissac Bétomé, qui est responsable de la justice. Ce ministre, et ça c'est ce que dit la Cour des comptes, dit que ce ministre affirme avoir dépensé les fonds destinés justement à la COVID-19. Ce ministre estime qu'il a utilisé ces fonds pour acheter de l'haricot et de l'huile végétale qui n'a aucun rapport avec la COVID-19 pour un montant de 36 519 000. Ce même ministre, sans en l'absence de quitus, de cas d'opérateur, de vivre et tout ça. Ce même ministre dit dans ce rapport qu'il a dépensé 48 399 000 dans les mêmes conditions d'opacité totale pour un total de 84 917 000. Voilà notre ministre de la Justice qui vient, n'est-ce pas, accuser Ferdinand Haïté et réclamer qu'il soit condamné à 3 ans de prison et 3 millions d'amende. Mais c'est le monde à l'envers. L'autre ministre qui se plaint, qui est aussi un pasteur, c'est le ministre de fait du commerce, et ce monsieur, Kodjo Sevon TP ADG, prétend avoir acheté, et ça c'est dans le rapport de la Cour des comptes, un document officiel de l'État togolais, prévoit avoir acheté 31 150 000 kilos de riz pour un montant de 8 milliards 601 390 000 en l'absence de lettres ou de PV de réception de riz. Ce même ministre qui aujourd'hui fait condamner Ferdinand et le journal alternatif estime avoir dépensé 413 965 000 pour la manutention des sacs de riz et qu'il a payé à Bolloré. Alors que personne n'a vu de riz au Togo. Alors, nous sommes 8 millions de Togolais. Si on devait distribuer ce riz à tous les Togolais, chacun devait avoir au moins 3,9 kilos. Vous imaginez, c'est un pays corrompu jusqu'aux os. Et c'est ces ministres corrompus, ces ministres pasteurs corrompus jusqu'aux os, c'est eux maintenant qui instrumentalisent la justice pour condamner ces journalistes-là à 3 ans de prison. Rappelons que ces journalistes ont été déjà arrêtés en décembre 2021. Ils ont fait à peu près 3 semaines de prison. Ils ont été libérés sous pression.
Et malgré ça, 3 mois plus tard, Joël Ega, qui est donc le responsable du journal Fraternité, lui décédait dans des conditions obscures. Donc, on a fait condamner 3 journalistes. Un en est décédé. Et une année plus tard, ces ministres se permettent encore de ressusciter ce dossier et veulent remettre les 2 autres en prison. À tel enseigne que la condamnation, là, normalement, devait être délivrée aussi à Ega, à son cimetière. Voilà le niveau de cynisme, le niveau de méchanceté, le niveau de, je dirais, c'est incroyable comment l'être humain peut être aussi pernicieux. Vous voyez? Et ça, tout simplement, dans un contexte où Faure Gnassingbé est en train de préparer son 5e mandat. Et à cause de ça, on met le grappin sur la presse, on met le grappin, on jette les Togolais en prison. Ils sont 120 actuellement, plus de 120 prisonniers politiques dans les geôles de Faure Gnassingbé, où les libertés individuelles et publiques sont complètement mises sous éteignoir, où les partis politiques ne peuvent pas s'organiser. Bref, nous sommes dans une dictature la plus hideuse et la plus vieille d'Afrique. Ça fait 60 ans. On comprend votre réaction. Hein. Avant de vous relancer. Et aujourd'hui, ben, tout le monde, nous sommes dans un désert, nous sommes nous sommes dans un canal où il va falloir que tous les Africains, tous les panafricains, tous les pays se mobilisent pour libérer les Togolais de ce prison ciel ouvert de son régime. On va prendre congé et on va devoir libérer Sadibou Marron qui nous accompagne en ligne depuis Dakar au Sénégal. Je le disais, il est directeur Afrique Reporters sans frontières basé à Dakar au Sénégal. Et je le dis tantôt, dans ce communiqué signé par Sadibou Marron, daté du 17 mars, relatif à la condamnation des 2 journalistes, Reporters sans frontières a demandé aux pays partenaires du Togo de ne pas exécuter le mandat d'arrêt international lancé par la justice togolaise contre les 2 journalistes victimes d'harcèlement et de justice au Togo. Alors, Sadibou Marron, justement, la HAC, haute autorité de la communication au Togo, pour la HAC, cette situation est normale. Hein. Donc, pour la HAC, oui, les journalistes n'ont pas fait le travail comme il faut. On évoque aussi un autre cas qu'on n'arrive pas tellement à cerner, on embrouille le peuple togolais. On dit que l'autre journal, c'est une émission sur les réseaux sociaux, donc ça ne rentre pas dans le cadre où la HAC peut aussi défendre ces journalistes-là. Alors, quelle est votre réaction là-dessus, Sadibou Marron? Les questions de régulation d'une manière générale et en rapport avec la HAC, nous, notre position généralement avec les organes de régulation un peu partout, notamment en Afrique francophone, on perçoit que d'abord du point de vue un peu structurel et même institutionnel, il y a une trop forte présence de disons du gouvernement, disons, du point de vue un peu de la nomination et du choix des présidents des HAC, un peu partout, ça c'est pas valable au Togo. On perçoit souvent que c'est soit le président qui nomme le président de la République qui nomme le président et qui a choisi peut-être deux ou 3 autres membres. Après, bon, ce sera les confrères qui vont. Bon, tout cela, c'est juste pour dire que généralement, l'impression que nous avons est que souvent, ce sont des organes qui sont assez inféodés au pouvoir et de ce point de vue-là, jouer le rôle en toute indépendance peut être problématique, même si par ailleurs, du point de vue de la composition, souvent on voit qu'il y a des journalistes de talent qui sont là, des doyens de la presse qui sont très 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 avisés, mais après c'est au niveau de la prise de décision que souvent on a l'impression que les positions ou des décisions que les HAC, disons, ça je ne souhaiterais pas simplement le concentrer sur le Togo. Les HAC prennent des décisions assez disproportionnées. Souvent, nous on en a vu un peu un cas récemment au Sénégal. Mais ce qui est important à notre avis, c'est que aussi en rapport avec les principes du droit, hein, disons que par exemple les infractions d'outrage des propos, bon, mais normalement ne devrait pas faire l'objet de peine de prison, ça c'est évident. Et
le mandat d'arrêt également pose problème. Et le Togo, je pense que le code de la presse avait dépénalisé un peu les délits de presse. Mais généralement, ce qu'on perçoit dans nos pays, c'est qu'il y a une manière assez subtile de contourner un peu cette histoire de dépénalisation des délits de presse, surtout en rapport avec tout ce qui est l'utilisation du numérique. Hein. C'est ce que les autorités togolaises ont fait pratiquement, l'utilisation des réseaux sociaux, tout cela, en rapport avec l'émission sur YouTube qui a été utilisée un peu pour s'exprimer autour de cette question avec les ministres. Et ça de plus en plus, ils excluent du champ des délits de presse les propos tenus ou les libertés d'expression ou disons assumées dans des espaces comme les réseaux sociaux, et ils considèrent YouTube cela, et ça expose finalement les confrères à des peines de prison. C'est le cas un peu avec Ferdinand et Isidore, et ça doit être révisé aussi. Je pense que ça doit être révisé, ça doit être également remis dans un contexte beaucoup plus neutre, qui fait que la dépénalisation des délits de presse doit pouvoir avoir lieu un peu partout, aussi bien qu'en ligne et hors ligne, quoi. Donc ça c'est quelque chose qui me semble extrêmement important. La dernière chose sur laquelle je voudrais aussi vraiment prononcer, que au regard un peu de la procédure pour arriver à cette condamnation, je pense que nous déplorons un peu ce long acharnement judiciaire sur Ferdinand et Isidore, qui, à notre avis, n'ont fait que leur travail, dans le cadre de comment leur pays est géré. Mais ça, c'est très, très élémentaire, et c'est normal que tout journaliste, même un débutant qui vient de sortir, doit pouvoir s'exprimer ou bien faire mener des enquêtes ou donner son opinion sur comment son pays est géré. Un citoyen peut le faire. Donc ça, l'acharnement qui date depuis 2021 aussi, ça nous semble vraiment très, très disproportionné. Et enfin, je l'ai dit, le Togo va vers des échéances électorales extrêmement importantes, et on a l'impression souvent, je pense que Max et notre ami au Canada aussi l'ont dit, on a l'impression souvent que ce sont des moments qui sont utilisés pour brimer des journalistes et donner un signal fort aux autres qui sont au pays que, oui, écoutez, si vous ne vous taisez pas, ou bien ce sera vous serez le prochain sur notre liste, quoi. Donc c'est ça qu'on doit éviter, que l'opinion internationale doit également connaître, que l'Union européenne, la communauté internationale, la CEDEAO et les autres pays épris de paix et de justice et friands de liberté de la presse doivent pouvoir percevoir à travers ce mandat lancé-là, qu'au Togo, il y a des journalistes, de très bons journalistes qui sont là depuis plusieurs années, mais qui s'efforcent à faire un travail de qualité. Ces gens ne doivent pas pouvoir être inquiétés. Ils ont fait le travail, et parce qu'il y a des élections probablement en jeu. Enfin, nous pensons également aux collègues de l'alternative aussi. Je pense qu'aujourd'hui, le fait que Ferdinand et Isidore ne soient plus là pour des questions de sécurité, ils sont obligés de quitter le pays, et il y a l'alternative, puis hebdomadaire, tout cela. Vous voyez un peu, c'est quand même un message, un bon outlet, un bon média que les autorités, à travers cette condamnation-là, sont en train de vouloir un peu tuer à petit feu, quoi. Et on ne souhaiterait pas en arriver là. Il faut une mobilisation générale pour que l'alternative puisse continuer à survivre, quelles que soient les menaces sur ces dirigeants, que les journalistes qui travaillent pour ce journal-là puissent également être protégés, de même que les familles de ces journalistes-là. En tout cas, merci beaucoup Sadibou Maron, directeur Afrique, Reporters sans frontières, basé à Dakar au Sénégal. Merci de nous avoir accompagnés. À très bientôt. Bonsoir. Au revoir. À tout le monde. Radio à vous l'été. L'esprit patriotique. On continue cette émission. Max Savi Kamel, vous avez suivi tout à l'heure Sadibou Maron depuis Dakar au Sénégal. Donc, parlant justement de la HAC, vous connaissez très bien la HAC, Autorité de l'audiovisuel et de la communication au Togo, dit que oui, on ne peut pas défendre Ferdinand Haïté et Isidore Kournou parce que voilà, c'est un journal en ligne. Donc, on n'a pas cerné, on met en flou total le peuple togolais. Oui, ces journalistes qui
qui informe le peuple togolais, comme l'a dit Tchenya Massali dans l'affaire Pétrole Gate et Covid Gate. Maintenant, et voilà, on dit fermez là, vous ne pouvez plus parler. Donc, dictature totale. La HAC aussi ne veut pas soutenir ces journalistes. Quelle est votre réaction là-dessus, Marc-Xavier Kamel? Oui, moi je pense d'abord que, a priori, et c'est ce qui se passe dans les pays anglophones, c'est l'autorégulation qui est la meilleure arme. Partout on a tenté la régulation par les institutions publiques, notamment la HAC, que ce soit au Bénin, au Togo, ou partout dans les pays francophones, la HACA en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso, ça a été la même chose. Les HAC se sont systématiquement mises du côté des pouvoirs publics et ont soutenu les dictatures. Et donc, l'idéal, c'est de faire comme dans les pays anglophones. Au Kenya, il n'y a pas l'équivalent de la HAC. Au Ghana, il n'y a pas l'équivalent de la HAC. En tout cas, pas avec le même rôle. Et de réduire l'influence de la régulation et de mettre en place progressivement des structures crédibles d'autorégulation. L'OTM au Togo, l'Observatoire togolais des médias, est une structure d'autorégulation, mais de part et d'autre, comment dirais-je, embrigadée par le pouvoir. Donc, il faut mettre sur pied des structures qui soient d'une certaine indépendance et qui soient des structures d'autorégulation. La régulation publique et constitutionnelle ne marche pas. Elle est une sorte de gendarme au service des dictatures, comme la RAC au Togo et la RAC dans beaucoup d'autres pays. Et donc, moi, à titre personnel, je pense que ça doit être peut-être le combat plus tard pour les journalistes, c'est de détruire ces institutions ou de réduire leurs prérogatives à une sorte de consultation aléatoire au service des pouvoirs publics et de construire nous-mêmes l'autorégulation, parce que les médias ont quand même conscience que la qualité de leur travail, dépend de leur crédibilité, et aucun média ne va smasher sa crédibilité pour quelque raison que ce soit. C'est pourquoi l'autorégulation est la régulation la plus profitable aux médias, la plus sérieuse et bien évidemment la plus crédible. Et je pense qu'il faut aller progressivement vers cela et se passer de nos rates qui n'ont été utiles dans aucune construction démocratique. Au début, ça a été intéressant dans les années 90. On a cru que c'était le début de la liberté totale de la presse. Mais très, très rapidement, elles ont été toutes embrigadées par les pouvoirs progressivement. Le président de la RAC est choisi parmi les 3 personnes nommées par le président de la République au sein de la RAC, parce qu'ils doivent être 9, je crois. Et donc, c'est parmi les personnes nommées par le président de la République que le président est choisi. Et la mécanique même de choix qui constitue à donner à la majorité présidentielle un certain nombre à travers le Parlement et après le chef de l'État lui-même nomme un certain nombre. Quand vous prenez le nombre que les députés de la majorité présidentielle peuvent choisir ou élire et le nombre que le président de la République va nommer, ça fait déjà une écrasante majorité, ce qui donne au président de la République toute la largesse d'en faire un instrument de propagande et d'en faire une sorte de service de com du parti au pouvoir. Et donc, c'est la même chose au Togo. À partir de ce moment, la RAC n'a d'aucune crédibilité. Et elle dit que c'est parce que c'est sur les réseaux sociaux qu'elle n'arrive pas à défendre l'émission en question. Tout à fait, tout à fait. N'importe quoi. Et si c'était dans d'autres conditions, elle se serait mise devant pour défendre. Si c'était, par exemple, une émission qui était en faveur du pouvoir, la réaction de la RAC aurait été tout autre. C'est ça. Alors, on va conclure cette émission avec Tchenya Massali Losonelou. Je le disais tantôt, des élections, bien vous l'avez également évoqué, des élections régionales et législatives sont prévues au Togo cette année de 2023. Les prisonniers d'opinion se comptent par centaines au Togo. L'espace public de liberté pour les citoyens et les partis politiques a été restreint par des mesures liberticides au Togo. La presse est traquée par la HAC. Marc-Xavier Kamel vient de le relever également, tout comme Sadibou Marron, le Sénégalais, qui est directeur Afrique Reporters sans frontières. Alors, la HAC, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication de la justice dans l'exercice de sa mission, ne veut pas aussi défendre les journalistes comme il faut. Alors, Tchenya Massali Losonelou, pour conclure cette émission, comment l'opinion publique nationale et internationale doivent-elles comprendre les harcèlements justement contre la presse au Togo? Je pense que la situation de la presse togolaise est symptomatique du niveau de dégradation, du niveau de dictature, d'un système scélérat qu'on met au Togo et qui a transformé le Togo en une prison à ciel ouvert. Vous voyez, aujourd'hui, les journalistes sont traqués, les journalistes sont mis en prison,
certains en décèdent, le cas de Joël Ega. Je rappelle le cas de Carlos Quetaoru qui a été arrêté dans les mêmes conditions de manu militari avant que son journal soit interdit et qu'il puisse également se mettre à l'abri. Il y a eu d'autres journaux, La Liberté, qui a été également interdit, poursuivi par le Premier ministre actuel, Victor Dogbe, avant que la Cour remette en question la décision d'interdiction du journal La Liberté. Il y a plusieurs journaux qui sont dans sous le grappin, en tout cas, de la justice. Et donc, ce qui nous amène à remettre en cause le rôle de la justice. Ces juges-là sont utilisés, prennent des décisions iniques, des décisions qui sont des forfaitures et qui sont vraiment au service de la dictature. Je veux quand même rappeler un fait. L'actuel ministre Puissa Agbetom, qui est le ministre de la Justice, ce monsieur, rappelons-nous, c'est lui qui a condamné dans les années 90 Logo de Souvi et qui a créé le 5 octobre. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, c'est ce même ministre qui revient et qui a mis en prison Ferdinand Ité, Joël Ega et Isidore, et c'est lui, un an plus tard, malgré qu'il y a un qui est décédé parmi eux, se permet encore de les faire condamner à 3 ans de prison. Vous voyez? Et donc, ces gens-là sont foncièrement méchants. C'est des gens qui n'ont pas de conscience. Ils sont là pour détruire le Togo. Ils sont égoïstes jusqu'aux os. Et il va falloir que le peuple togolais, comme il a fait le 5 octobre, se révolte encore pour leur montrer la porte. Parce qu'ils n'ont pas de conscience. Ils sont en train le niveau de corruption au Togo est endémique dans tous les départements et les Togolais sont soumis à la pauvreté, à la paupérisation. Je ne vous coupe pas pour conclure. Vous allez continuer. On ne fait que subir. On ne fait que subir. On se dit tout le temps. Mais que faire maintenant face à cette situation, surtout nous qui sommes de la diaspora? Mais bien évidemment, face à cette situation, c'est la solution, c'est la rupture, c'est la révolte. Parce qu'on ne peut pas se laisser gérer par cette mafia kakistocratique qui maintient les Togolais dans des conditions d'esclavage. Il faut le dire, le Togo aujourd'hui est devenu une prison à ciel ouvert. Regardez, plus de 120 prisonniers politiques au Togo, alors que les voleurs sont à la gouverne. C'est eux qui jouissent des milliards des ressources du labeur des Togolais. Et donc, les conséquences de ça, justement, c'est les journalistes qui sont traqués, c'est les hommes politiques qui sont jetés en prison, c'est les espaces de liberté qui sont complètement réduits, et c'est des élections qui sont gagnées d'avance avec des formes de violence où ceux qui contestent sont jetés en exil. Tout à l'heure, Sadibou Marron parle de mobilisation générale. Sadibou Marron de Reporters sans frontières parle de mobilisation. Nous, Togolais, on en parle également, mais ça ne se fait pas comme il faut. C'est pourquoi je lance un appel à toute la diaspora de se mobiliser, de se mettre vent debout pour soutenir le peuple togolais, à préparer cette révolte-là contre ce régime sexagénaire qui, ça fait 60 ans qu'une seule famille de père en fils dirige le Togo et il n'a aucune intention d'abandonner. Il veut le faire par la violence et c'est pourquoi son 5e mandat est son objectif et tous ceux qui l'entourent, qui sont des ministres voleurs, il faut le dire, ces ministres-là qui détournent les biens des Togolais, qui maintiennent les Togolais dans la pauvreté, ils ne vont pas changer leur logiciel. Donc, il faut aller vers la rupture, vers la révolte généralisée. Et c'est ça, comme on l'a fait le 5 octobre, qui va donner encore de l'espoir aux Togolais. Sans cela, on ne fera que subir. Et l'objectif n'est pas tous de quitter le Togo. Le Togo nous appartient. C'est la terre de nos aïeux. Et s'il y a un groupe de personnes qui se l'approprient et qui nous violentent, eh bien, notre hymne national a dit que viennent les tyrans, que ton cœur, que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Et cette liberté-là, c'est à cela que tous les Togolais, unanimement, doivent soupirer pour mettre fin à ce système de violence, de gestion kakistocratique du pays. Je pense que c'est ça la solution et ça va arriver car un peuple a toujours en lui-même la force, l'énergie nécessaire pour mettre fin à ce genre de situation et c'est cela. Qui va arriver, le peuple togolais, ce n'est qu'une question de temps, s'organise et va s'organiser pour mettre fin à ce régime de père en fils qui continue pas à détruire le Togo et saper l'avenir de la nouvelle génération des Togolais.
En tout cas, merci beaucoup, Thé Nyamasali Refoume Lossonelou. Vous êtes président de Kodi Togo, coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. On va conclure cette émission avec le journaliste Max Savi Carmel. Vous avez suivi Thé Nyamasali Lossonelou qui parle de mobilisation. Sadibou Marron, directeur Afrique de Reporters sans frontières également, parle de mobilisation pour sauver les deux journalistes également et la démocratie au Togo. Mais vous aussi, vous connaissez très bien le Togo. Actuellement, vous êtes à Lomé au Togo. La dictature sévit encore au Togo. Ça devient beaucoup plus dur. Le durcissement des autorités publiques togolaises est-il le signe d'une faiblité ou plutôt d'une volonté de liquider les modestes acquis démocratiques obtenus de haute lutte par les populations togolaises? C'est la question qu'on peut se poser. Marsavi Kamel pour conclure cette émission. Oui, d'abord, moi, je veux dire que, quoi qu'on dise, je ne vais pas dire que la dictature telle qu'elle était dans les années 70 et 80 reste encore. C'est-à-dire que il n'y a pas de raison de faire le choix entre deux mâles, mais je pense que la dictature actuelle, donc avec Faure Gnassingbé, est beaucoup mieux que ce qu'on a vu dans les années 90 et qui ont dû contraindre beaucoup de personnes à s'exiler. Je crois même que Thé Lawson fait partie de ces gens qui ont dû s'éclipser un peu sur la pression de cette dictature sanguinaire. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une sorte de transition, mais une transition continue en arrière de temps à autre avec une corde, quoi. Et donc, il y a une sorte de transition vers la démocratie. Elle est très, très lente. Et elle continue d'être tirée par les acteurs de la dictature d'hier qui sont aussi aujourd'hui avec le fils. Mais la situation a changé un tout petit peu, nous permet d'avoir une sorte d'espace de liberté. Moi, j'ai parlé avec au moins l'ambassadeur d'un pays européen depuis que je suis là qui m'a dit qu'il a l'impression que l'espace de discussion existe, sauf qu'on ne veut pas que cette liberté empiète sur l'image du régime et sur la pérennisation du pouvoir. Et je pense la même chose. Et donc, il nous revient de faire le combat. C'est un combat de terrain. C'est aussi un combat... Thé parlait tout à l'heure des panafricanistes. C'est sans doute aussi un combat panafricain parce que tous les pays sont concernés. Hein. Moi, j'ai une origine béninoise et au Bénin, il y a un durcissement autocratique du système. Togo, n'en parlons plus. Et dans d'autres pays, au Sénégal, où se trouve... Sadibou, on le voit un peu. Donc, ça doit être à la fois un combat national, mais aussi un combat panafricain. Je pense qu'il faut rester objectif et continuer le combat et surtout ne pas permettre que soient écrasés les acquis. C'est d'ailleurs pour ça que le fait que les délits de presse soient dépénalisés doit être sans cesse rappelé. Ramener un code du numérique qui condamne le journaliste par détournement est totalement inadmissible, c'est abusif et il faut combattre ces subtilités diaboliques qui interviennent dans le processus démocratique. Il faut les combattre par tous les moyens et c'est de cette manière seulement qu'on va avancer en gardant les acquis pour qu'ils ne soient jamais remis en cause. En tout cas, merci également à Max Savi Kamel, rédacteur en chef Africa Stratégie France. Merci de nous avoir accompagnés également en ligne depuis Lomé au Togo. Merci à vous aussi qui nous avez suivis sur le 3xcanalk.ch et sur Radio à Volonté, la voix de la résistance du peuple togolais. On nous rappelle encore cette citation, ce n'est pas de moi, vous connaissez très bien, puisqu'on le dit souvent, quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit parce que je ne suis pas catholique. Quand ils sont venus chercher les musulmans, oui, je me suis tué. Je ne suis pas musulman. Quand ils sont venus chercher les méthodistes ou quoi, je n'ai rien dit parce que je ne suis pas de leur regroupement. Mais enfin, quand ils sont venus me chercher, c'est là où j'ai compris que voilà, il n'y a plus personne pour nous défendre. C'est clair. Comprenons que le cas Ferdinand Haïti Isidore Kourounou, Joël, paix à son âme, il s'en est allé. Il nous reste encore, nous, Togolais, qui devons continuer ce combat. Nous ne devons plus croiser les bras, nous devons lutter. C'est pour ça que nous intervenons sur Radio à Volonté qui veut dire le combat continue. À Volonté. Koukoulé, Titinta, bonsoir.